Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, 30 minutes avec le conseiller du district de Buckingham, Maxime Penneau-Jobin. Monsieur Penneau-Jobin, bonjour, Bonjour. merci encore une fois d'accepter notre invitation. Évidemment, plein de choses qui se sont passées là, au cours de la semaine dernière. J'aimerais qu'on se concentre un petit peu par ce qui s'est passé dans notre secteur. La semaine dernière, vous aviez invité les citoyens à 2 rencontres de quartier. En fait, en tout et partout, une soixantaine de personnes là, qui se sont présentées dans vos rencontres. Et 2 rencontres complètement différentes. D'abord, lundi, en anglais, les citoyens ont voulu un petit peu savoir ce qui se passait là, dans la ville. On vous a donné quelques suggestions pour l'utilisation de Oui. votre 150 000 mais concentré plus sur... C'était plus sur l'ensemble des enjeux, là, rapibus, vitesse, respect des barrages cloutés, là, Oui. des endroits, des passages pour piétons. Ça ratisse toujours très large. C'est un gros défi pour un politicien, une rencontre comme ça, parce que c'est, dans le cas en anglais, c'était 35 personnes sur à peu près n'importe quel sujet. Moi, les gens l'apprécient, puis moi, je l'apprécie aussi, mais il faut que je sois au fait de l'ensemble des dossiers. Mais c'était vraiment plus de la gestion de quartier. Qu'est-ce qui avance pas. Là. Mais quelques jours plus tard, en français, jeudi dernier, j'ai presque envie de dire que les gens, et surtout là, les organismes communautaires, vous attendaient de pied ferme. Vous aviez lancé l'idée de consulter la population pour utiliser les 150 000 derniers dollars de l'ex-ville de Gatineau. Et on était là et on vous a proposé plusieurs sujets. Évidemment, là, le surplus de l'ex-ville de Buckingham. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est intéressant de consulter la population sur des dépenses comme ça, surtout que celle-là est bien symbolique. C'est vraiment notre dernier dollar, là, la dernière pièce de Buckingham. Ça a été une bonne rencontre quand vous dites les organismes, c'était surtout un, là, en fait, c'était quelques organismes, mais en particulier l'Estacade, là, qui a des problèmes d'infrastructure importants. Ça a été une discussion intense, mais je pense que c'était constructif. Là, à la fin, il y a 7 ou 8 personnes, dont des gens de l'Assemblée du lundi soir, 7 ou 8 personnes qui vont constituer un comité pour qu'on regarde l'ensemble des projets qui pourraient être traités. J'ai même reçu un courriel de la paroisse qui dit on a des vieilles qui ont un projet à soumettre, là, ils ont des vieilles tombes qui appartiennent, c'est des familles disparues. Fait qu'ou bien la famille rénove la tombe à leurs frais, ou bien nous, on donne un coup de main comme communauté. Ça fait qu'il y a aussi d'autres projets qui vont rentrer de l'extérieur. Puis les gens dans le comité se sont dit qu'ils allaient se donner des critères et on allait voir comment on allait faire la suite des choses, le processus de décision pour... On sait que vous avez parlé beaucoup d'utiliser cet argent-là pour des projets surtout patrimoniaux, mais ce n'est pas nécessairement ce que la communauté a reçu. Là. On veut aller ailleurs, je pense. Bien, je nuancerais, c'est-à-dire que c'est assez divisé. Là. Il y avait des gens qui étaient tout à fait d'accord avec ça, puis je dirais beaucoup. Là. Par contre, il y a des gens comme les gens du Carrefour qui disent, ben nous, on a des projets en marche. On a entre autres un problème de banc qui est tout à fait réel. Là. Moi, j'avais déjà eu des discussions avec le Carrefour par rapport à ça. Moi, il me semble qu'un problème comme ça devrait se régler d'une façon. C'est un problème qu'on l'a maintenant, on va l'avoir dans 5 ans, on va l'avoir dans 10 ans, on va l'avoir dans 15 ans. Il faut trouver une façon de financer les infrastructures de l'Estacade. Pour ça que moi, j'ai demandé une rencontre avec le nouveau ministre de la Culture. J'ai rencontré Bergeron, le ministre régional, là-dessus. J'ai rencontré des gens de la ville pour voir ce que nous, on peut faire. On peut décider d'en mettre dans un projet comme ça. Mais moi, après ma barre, je trouve ça plus intéressant quand c'est un projet qu'on ne peut pas financer autrement. Mais disons qu'il y a assez de gens autour de la table qui disent bien ça sert à énormément de groupes, c'est intéressant, ça traîne depuis longtemps, on ne sait pas si on va avoir une solution à long terme, c'est qu'on peut toujours regarder à court terme. Et c'est là où moi je suis prêt à abandonner une partie de la discussion, de la décision au comité. Là. Parce qu'il reste que 150 000 on ne parle quand même pas d'une fortune. On ne peut pas réaliser des Non. tonnes de L'ensemble des projets. projets de l'Estacade seul, c'est quelque chose comme 340 000. Donc, est-ce qu'on veut mettre tout ça là? Je ne sais pas. Puis ça, c'est une des discussions qu'on a eues. Est-ce qu'on donne le montant à un endroit ou on fait quelques... parce qu'il y a toutes sortes d'idées qui sont sorties, notamment une en anglais qui disait est-ce qu'on peut faire interviewer par les jeunes de l'école secondaire toutes les personnes qui ont, disons, 80 ans et plus. Et là, c'est préserver, en fait, le patrimoine vivant. Puis il y a même des gens qui ont parlé de la télé communautaire. Si on faisait un partenariat école, télé, les jeunes, il me semble, et société d'histoire, pour encadrer un peu les questions.
bien ça ne coûte pas 150 000. Là. On est capable de faire un bon bout de chemin avec un montant plus petit. Est-ce qu'on peut séparer ça? Je pense que le comité va regarder ça assez vite. Et justement, le comité devrait être formé là, très bientôt, est-ce qu'on a compris? Son mandat va être, j'imagine, d'étudier toutes les propositions, de prendre une décision. Oui. Est-ce que le conseiller va avoir le mot final dans la décision qui va être Bien, prise? c'est là où je trouve ça difficile d'avoir une discussion intense comme on a eu parce que je pourrais faire ça tout seul, caché dans mon bureau. Ouais. C'est ça que la loi prévoit. C'est pas parce que c'est légal que c'est ça qu'on veut faire, là. Donc, moi, je le mets sur la table. Puis à partir du moment où j'ai décidé de consulter les gens, c'est parce que je suis prêt à changer d'idée, c'est parce que je suis prêt à écouter ce qu'ils ont à dire. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Comme dans d'autres dossiers. Dans le cas du synthétique, j'ai eu, par exemple, 14 jours pour me décider. J'ai pris une décision seule parce que c'est un projet qui était porté par la communauté. Moi, j'avais aucune espèce d'hésitation à savoir si c'est une priorité ou non pour les gens d'ici. Ça l'est pour nos voisins d'Ange-Gardien, ça l'est pour la commission scolaire, ça l'est pour nos équipes sportives, ça l'est autant au soccer qu'au football. Fait que dans un cas comme ça, étant donné que la décision est prise, bien, je n'étais pas prêt à changer d'idée, puis je n'étais pas prêt à faire une vaste consultation. J'avais pas le temps, puis pour moi, la décision était évidente. Dans le cas du 150 000, j'ai le temps, puis la décision n'est pas évidente, donc je le mets sur la table. Bon, justement, si on venait sur le dossier du synthétique, on sait que samedi dernier, c'était la finale du football pour les juvéniles. Vous étiez présent, vous avez vu justement le terrain, dans quelle sorte d'état il était, et heureusement, il n'y avait pas plu la veille. Est-ce qu'on peut demander aux Tigres, à toutes les équipes là, qui jouent sur le terrain, de continuer à jouer sur un terrain comme celui-là pendant des années sans intervenir? Bien, moi, je pense que non. D'abord, il y a une question de sécurité. Il y a aussi une question... Un match comme ça, là, ça détruit le terrain. Oui. Surtout tard à l'automne. Donc, meilleur on est, plus on se rend loin de la finale, plus on détruit notre terrain. À la finale, à la limite, c'était pas pire parce qu'il n'y avait pas plu, mais à la semi-finale, la semaine d'avant, là, il y avait des ronds de boîte au milieu, puis c'est pas exactement l'environnement idéal là, pour un match de football. Ça fait que pour moi, c'est clair que ça prend une amélioration à cette infrastructure-là. Et comme pour le soccer, ça coûte cher de refaire le terrain à chaque année, en tout ou en partie. Puis c'est un des avantages des synthétiques, c'est que on peut jouer d'abord beaucoup plus d'heures. En fait, l'entretien se fait, mais coûte moins cher parce qu'on ne détruit pas le terrain à chaque match. Et on joue plus longtemps dans l'année. Ça fait qu'avec un programme comme on a là, qui est un des bons programmes de football au Québec, moi, je pense que ça vaut la peine juste pour eux, sans compter le fait qu'on pourrait doubler le nombre de joueurs de soccer, parce qu'un synthétique, c'est l'équivalent de 8 terrains de soccer en termes d'heures d'utilisation. Ça fait que pour moi, ça, il faut qu'on trouve une solution, puis j'espère que ça va aller de l'avant. Avec l'argent là, qui a été promis, d'une part par la municipalité de l'Ange-Gardien, notre municipalité voisine, commission scolaire, gouvernement du Québec, la ville de Gatineau, l'argent qui tarde un petit peu à venir, est-ce que vous êtes prêt à vous engager ou à nous dire que normalement pour la prochaine saison, il devrait y avoir en tout cas un début, les travaux qui devraient commencer? Je ne peux pas parce que d'abord, c'est un projet de la commission scolaire et l'argent qu'on attend, c'est l'argent de Québec. Si Québec confirme, puis il y a un gros si, là, parce qu'on sait qu'on est en période de compression budgétaire à Québec aussi. Et donc, le fonds de 50 millions qui est à la disposition des villes, on ne sait pas s'il va être là encore longtemps. Mais si Québec confirme, ça peut aller très vite. À la commission scolaire, on disait que débuter les travaux, là, c'était pas... surtout que l'argent de la ville, dès que c'est confirmé de Québec, nous, on agit et puis on n'aurait pas de problème de financement du synthétique pour l'essentiel de la somme. C'est vraiment que Québec nous donne une réponse rapidement. Mais les gens dans l'Est ont quand même l'impression que le secteur Gatineau, dont on a parlé du terrain synthétique beaucoup après qu'on ait commencé à en parler ici, on a l'impression qu'on va avoir le terrain là, dans le coin du Carrefour avant même qu'on ait la confirmation ici. Bien, là, c'est les mystères de la politique, là, parce qu'il a été endossé plus rapidement là-bas. Je ne sais pas ce que le député Carrière avait fait pour que ça arrive comme ça. Parce que le besoin était grand là-bas, le besoin est grand ici. Mais vraiment, là, la balle est à Québec. Table de concertation. On se rappelle qu'en fait, il y a 2 ans, en octobre-novembre 2010, vous aviez, suite au Forum de l'Est de Gatineau, vous avez mis sur pied une table de concertation pour tous les différents acteurs de la région. Vous savez qu'il y a eu un petit peu
de bisbée, si on veut. On sait que la CDC Rond-Point était partie, que le C3S avait quitté la table de concertation. Maintenant, je pense que le tout est remis sur les rails et qu'on devrait bientôt le repartir. Oui, moi j'ai eu des nouvelles en fait dans le journal. Là. J'attends la confirmation que la rencontre va avoir lieu, mais suite à la bisbille, ce qu'on a déterminé, c'est que c'est le C3S, c'est le centre de santé qui allait assumer le leadership. Et là, c'est eux qui doivent convoquer l'ensemble des groupes. J'espère le plus rapidement possible parce qu'on va avoir perdu un an entre le moment où on était prêt à se rencontrer puis fonder la table, puis aujourd'hui. Mais que le C3S pilote le dossier, qu'est-ce que ça vient changer là, comme tel au niveau là, des décisions qui pourraient être prises par rapport aux politiques? Est-ce que vous allez être moins impliqué à ce niveau-là? Non, c'est pour ça que moi je suis déçu qu'on a perdu un an, tant qu'à moi pour rien, parce qu'on avait décidé de faire une espèce de table à deux vitesses. Parce que la difficulté, c'est qu'il y a une espèce de grande table, là on assoit tout le monde, la caisse, la banque, les politiciens provinciaux, fédéraux, municipaux, vraiment là, très large, puis on fait le point peut-être juste une fois par année sur un certain nombre d'enjeux qui sont des priorités pour la communauté où on a besoin de s'aider les uns les autres. Mais plusieurs fois par année, il y a un groupe plus restreint qui se réunit, notamment tous les réseaux de la santé, où là, il y a souvent des programmes provinciaux qui doivent être administrés par un groupe ou avec une certaine concertation. Et c'est à ça la difficulté, c'est qui décide quoi là, entre le grand groupe, disons, puis un groupe plus opérationnel. Et pour moi, là, ce que ça fait, c'est que le C3S va assurer le leadership pour les deux. Puis ça, tant mieux, moi, ça ne me dérange pas du tout, mais comme politicien, comme leader de la communauté, je pense qu'on a, moi puis les députés, là, on a un mot à dire, puis c'est bon qu'on s'assoie avec l'ensemble des acteurs une fois, deux fois par année. Puis le reste du temps, bien, ils géreront les programmes gouvernementaux comme ils doivent être gérés. Avez-vous justement pas besoin d'être là tout le temps. Là. Vous avez parlé à M. Iraka, j'imagine, pour se joindre à la table. Est-ce que M. Iraka a démontré son intérêt? On n'a pas échangé là-dessus en particulier, mais pour moi, c'est l'évidence, là, surtout qu'il est représentant à Québec, donc le C3S. M. McMillan avait déjà dit oui, j'imagine que M. Iraka va continuer. M. Ravigna était venu aux premières rencontres. Pour moi, c'est clair que M. Goulet de l'Ange Gardien était très enthousiaste. C'est clair que les politiciens, on a intérêt à être là, mais pas nécessairement tout le temps, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs que ce qui est plus administratif, disons. Là. Parfait. Bien, écoutez, si vous permettez, on va prendre une pause et de l'autre côté, on va parler un petit peu plus en profondeur du sondage qui a été présenté la semaine dernière là, dans le Journal Le Droit. Parfait. Mon nom est Juliette, je fais partie des amputés de guerre. Je suis une vainqueur. Je l'ai commencé quand j'étais toute petite. Je parle à des personnes qui veulent savoir c'est quoi. Et je dis que je suis née comme ça. J'ai une prothèse qui remplace mon bras. Des questions? Qu'est-ce que tu as comme prothèse? J'ai une prothèse avec des fleurs et un papillon et une autre fleur. Et j'ai une prothèse avec des poissons. 3 poissons. Est-ce que des fois ça fait mal une prothèse? Pas du tout. Mettre une prothèse à Juliette, c'était parce qu'on voulait qu'elle soit autonome. Être autonome sur ses loisirs, jouer à poupée, faire du vélo, sur sa réalité d'enfant de 6 ans. Il faut faire confiance aux forces de notre enfance. Les amputés de guerre, c'est ça que ça nous permet. Je comprends maintenant, quand on dit des vainqueurs, ça ne pourrait pas être autre chose que vainqueurs. De retour à Parole à l'élu avec Maxime Pedneau-Jobin. Évidemment, M. Pedneau-Jobin, on ne peut pas passer par-dessus le sondage qui a été publié la semaine dernière dans le quotidien Le Droit. Premier constat, si vous étiez dans une lutte à deux avec M. Bureau, 33 % des citoyens ou des électeurs auraient voté pour vous. Ça peut sembler peu, mais par contre, vous vous êtes dit tout à fait satisfait de ces résultats-là. Oui, c'est-à-dire satisfait, mais pas complètement, évidemment. Le dernier sondage, le sondage d'avril, là où il y avait toute une liste de noms, là, j'étais à 13 %. Là, avec le parti, on est à 33 %. Pour moi, c'est un pas de géant important pour un parti qui existe depuis 4 mois. Évidemment, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. Si l'élection avait lieu demain, ça ne serait pas une victoire. Mais c'est exactement la position dans laquelle M. Bureau était un an avant de battre M. Ducharme.
Parce que ce qui compte, c'est les campagnes. C'est que les candidats sont connus, le programme est connu, le programme est chiffré. Avant ça, d'abord, c'est beaucoup d'indifférence. Les gens ne s'intéressent pas tant que ça à la politique municipale. Là, les sondages, il faut s'en méfier parce qu'il y a 62 des gens qui ne votent pas, qui n'ont pas voté la dernière fois. Ça a bousillé la valeur du sondage. Et les gens vont s'intéresser à ce qui se passe vraiment quand on va être en campagne. Ça fait que moi, je ne suis pas inquiet outre mesure. Ce qui compte, c'est le programme et l'équipe. Et 25 si M. Cannavino là, se présentait, on ne sait pas d'ailleurs si aucun des trois va vous présenter, parce qu'avant de vous présenter à la mairie, vous devez être élu comme chef officiel. Ça devrait se faire là, dans les... Au début de l'année, on ne sait pas encore quand exactement, mais disons au plus tard en mars. Là. Évidemment, on peut faire dire un petit peu n'importe quoi aux chiffres, parce que quand on lit le sondage et qu'on voit que 40 de la population est contre ou est défavorable à l'arrivée de partis politiques, on peut interpréter puis dire qu'il y a quand même 60 de la population qui est favorable, et ce n'est pas tout à fait le cas. Non, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que d'abord, il y a 4 mois, c'était 50 qui étaient défavorables. Là, ça a baissé, puis ça, je tiens à souligner que ça a baissé en pleine commission Charbonneau. En plus, le nombre de favorables est resté à peu près pareil. C'est les indécis qui ont augmenté. Parce qu'on sait bien que c'est pas tous les partis politiques du monde qui sont corrompus. Il y en a qui ont dérapé, il y en a d'autres qui ont fait des belles choses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il faut expliquer aux gens. Même en fin de semaine, là, je suis allé à un brunch avec des personnes âgées puis qui disaient, tu sais, qu'est-ce qui arrive si le maire est élu, mais son parti n'est pas élu? Il y a des choses qu'on est habitué de voir, ou en tout cas qu'on voit plus fréquemment à Québec ou à Ottawa, mais qu'on n'a pas vu beaucoup au municipal. En tout cas, pas ici, parce qu'il faut se répéter là, que c'est la seule grande ville du Québec qui n'a pas de parti. Là. Évidemment, et vous en avez parlé tantôt, ce n'est pas tous les partis qui sont corrompus. Et pourtant, il y a certains conseillers, dont M. Riel, qui ne se gênent pas pour à chaque fois rappeler que parti politique égale corruption. Dans le journal Le Droit, en fin de semaine, qui rappelait la même chose, effectivement. Bien, je n'ai pas de mots gentils pour décrire ce genre de politique-là. Là. Pour moi, M. Riel est en pleine campagne de salissage. Moi, d'après moi, lui-même, il est membre de partis politiques à d'autres niveaux. J'aimerais ça qu'il pose des questions sur ces partis-là. Tu sais, dire que tous les partis politiques du monde sont corrompus, c'est à la fois sale et insignifiant. Là. Nous, moi, si j'ai été élu, c'est à cause parce que j'ai un bon nom, mon père a un bon nom, ma mère aussi, puis c'est pas vrai que je vais faire de la politique malhonnête. Donc, lui associe tous les partis politiques à la corruption, je trouve ça assez méprisable. Puis, en fait, si M. Bureau avait le moindrement de leadership, là, il lui dirait de se taire. Parce que pour moi, c'est pas acceptable, ce genre de discours-là. Où par association, on essaie de saler les autres. Là. Pas besoin de faire ça. S'il est contre ce que je dis, qu'il parle de ce que je dis, si, par exemple, il veut défendre des mauvais projets comme Destination Gatineau, là, que le maire met sur la table, bien, qu'il le défende, puis on se chicanera là-dessus. Au moins, on va se chicaner sur quelque chose qui est tangible, puis c'est ça de la vraie politique, c'est supposé être ça, sur des idées. Destination Gatineau, d'ailleurs, toujours selon le sondage qui a été publié la semaine dernière, on parle de 60 des gens qui sont défavorables, en fait, et c'est sûr que le projet n'est pas nécessairement très connu, c'est ce que le maire Bureau disait, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Vous avez présenté Destination Gatineau. Est-ce que vous avez été en mesure là, de connaître un petit peu là, la réaction de la population par rapport à ce projet-là? Oui, bien nous, sur notre site internet, actiongatineau.org, on a mis une vidéo qui est Destination Tout Gatineau. Il y a plus de 1000 personnes qui sont allées le voir, là, juste ça, c'est un grand succès. Moi, je répète que, puis ça, c'est une des choses qui ne fonctionnent pas dans notre système, où justement, il n'y a pas d'opposition. C'est que dans son programme électoral, M. Bureau avait 2 paragraphes sur un éventuel projet Destination Gatineau. 6 mois après l'élection, c'est devenu un projet de 134 millions. C'est un projet qui aurait dû faire l'objet d'un débat politique pendant la campagne, ça. Et le 134 millions, il est mis dans un secteur qui est 2 km² autour de la maison du citoyen, alors que moi, je pense que c'est pas ça, Gatineau. Il y a des projets qui attendent depuis longtemps d'être financés, puis qui sont à table, puis qui prennent la poussière à Elmer, dans Hull, à Gatineau, à Buckingham, puis Masson-Angers. Et c'est ça que nous, on veut faire. En disant, peux-tu offrir aux touristes tout Gatineau, justement? 4-5 destinations. Au début, je disais 10, là, mais je pense que si on commence à en cibler 4 ou 5, on finirait ce qu'on a commencé, puis on ferait quelque chose de plus intéressant.
Puis je trouve qu'on a un beau débat là-dessus. Puis le sondage, encore une fois, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres parce que les gens étaient plus confus que défavorables ou favorables. On sentait que les gens ne savaient pas en gros c'était quoi. D'autant plus qu'avec la nouvelle mission du Musée des civilisations, l'image un petit peu là, de Destination Gatineau, selon ce que M. Bureau nous présentait, va être changée un peu parce qu'on n'est plus au niveau des civilisations Absolument. avec le musée. L'essentiel du projet, je pense, c'était 92 millions qui était la promenade des civilisations. Mais là, il n'y a plus de civilisation dans le nom du musée. Ça fait que est-ce qu'on veut encore faire ça? Moi, je trouvais dès le départ que c'était une mauvaise idée. Il faut se rappeler, puis c'est ça qui me choquait un peu dans ce projet-là, c'est que c'est là où les allumetières ont travaillé, c'est là où l'Outaouais industriel est né, c'est là où Champlain est passé. C'est vraiment là le cœur historique. Là. Puis là, nous, on va parler des civilisations du monde. Il faut le faire un peu, il ne faut pas se perdre dans notre nombril. Mais on peut-tu commencer en parlant de nous autres? Là? On a un problème d'identité parce qu'on ne parle pas assez de nous autres. Puis là, on met en valeur les civilisations du monde. Il y a un problème, là. La Grande Bibliothèque, les gens sont favorables à 57 % à l'installation d'une grande bibliothèque dans le secteur A, une bibliothèque centrale. Quels bénéfices les différents secteurs, par exemple le secteur Est, le Buckingham, Masson-Angers, autant comme les secteurs à l'Ouest, pourraient bénéficier de cette grande bibliothèque-là? Bien, l'effet principal, là, puis c'est ça qui pour moi, a fonctionné partout, autant à Montréal avec la Grande Bibliothèque qu'à Québec avec Gabriel Roy, c'est que la locomotive... D'abord, parlons du problème. Le problème, c'est qu'on a 25 % de gens inscrits dans nos bibliothèques, puis l'autre bord de la rivière, la moyenne canadienne, en fait, c'est 58. Les gens lisent pas assez. Les gens vont pas assez dans les bibliothèques, qui sont à la fois des lieux de culture, mais aussi un lieu où on se forme l'esprit pour avoir une économie performante à long terme. Fait que le problème, c'est ça. La solution, c'est que partout où on a mis une bibliothèque centrale, où il y avait de l'animation, autant culturelle qu'autant auprès des jeunes, entre autres, on a fait augmenter la participation dans les bibliothèques locales. C'est assez paradoxal, là. Si on veut qu'il y ait plus de gens à la bibliothèque ici, à Buckingham, il faut une locomotive à notre réseau de bibliothèques, puis ça, c'est la bibliothèque centrale. Et moi, je suis allé visiter celle de Québec, puis c'était clair, c'était évident. La directrice de la bibliothèque nous disait, je pense que c'est la moitié des nouvelles inscriptions dans les bibliothèques locales se font à partir du central. C'est là où les gens vont à des activités qu'on ne pourrait pas se permettre ici. Il y a toutes sortes d'animations culturelles, etc., de conférences qu'on ne pourrait pas avoir partout. Fait que, moi, je pense qu'on va être gagnant, autant au niveau de la culture qu'au niveau de l'économie. STO, Rapibus, les gens semblent, évidemment, là, dans le tout Gatineau, semblent adhérer, semblent trouver que c'est une bonne idée, mais on a une pétition qui a été mise en ligne ici à l'Est parce que plusieurs personnes qui ont fait les calculs et qui s'aperçoivent que ça n'a pas de bon sens. Est-ce que avez-vous la chance de discuter avec les gens de la STO, avec M. Martin ou avec... J'ai parlé à M. Martin, j'ai parlé à M. Bureau, j'ai parlé à M. Montreuil, en a parlé lui aussi. J'ai parlé avec les gens de la STO, je continue de le faire. D'abord, je reçois des plaintes fréquemment, donc je l'envoie à chaque fois à la STO. Moi, je pense que oui, les gens sont d'accord en général avec le projet de Rapibus dans l'esprit, mais dans la manière. À l'Est, il y a un problème. À l'extérieur en fait, ailleurs qu'à l'Est, ça me semble assez bien reçu parce que la fiabilité va être là, parce que c'est des voies réservées. Et le temps, s'il augmente un petit peu, ça ne dérange pas trop parce que le temps va toujours être respecté. Mais on est dans un autre monde à l'Est. Nous, on fait vraiment un grand pas en arrière. Et ça ne se reflète pas dans ce sondage-là, mais ça se reflète dans la réalité. Puis j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de ce dont on a vraiment beaucoup parlé la semaine dernière, c'est-à-dire fermeture d'une portion de la rue Gamelin par la CCN qui a décidé unilatéralement là, de fermer la rue. Le conseil municipal qui a dit non, on ne veut pas. Et bon, vous avez porté ça devant les tribunaux. Normalement, on aurait dû avoir une réponse en fin de semaine. Ça va se passer là, au courant de la semaine. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les enjeux? Pourquoi le conseil municipal était en désaccord avec cette fermeture-là? On est dans une espèce de pointe du parc de la Gatineau. Puis c'est comme le bout du triangle arrive sur Taché, disons. Il y a une rue qui coupe cette pointe-là. Et donc, l'argument environnemental de la CCN, c'est de dire que si on enlève cette rue-là,
ça fait un lien au niveau biologique, écologique entre le nord et le sud, mais c'est vraiment le bout de la pointe, là. Ce que nous, on dit, c'est qu'on s'est entendu pour fermer ce tronçon-là il y a 30 ans. Bien, la vie a changé depuis ce temps-là. Il y a des quartiers qui ont grossi énormément autour. Et si on se projette dans l'avenir, il y a 30 000 personnes qui vont s'ajouter à Elmer dans les prochaines années. À un moment donné, on a besoin de ça pour les services d'urgence, puis aussi pour la circulation normale. Oui, parce que la Ville a des études selon lesquelles il va y avoir effectivement un gros impact au niveau de la circulation automobile dans le secteur. Oui, il y a 2 ou 3 intersections qui sont déjà congestionnées, qu'on va empirer beaucoup. Et c'est là où la Ville a dit, bien nous, on change d'idée. On était plutôt pour, puis là, on est rendu résolument en contre. La Ville n'est pas toute blanche là-dedans. Là, on a eu puis encore une fois, c'est un symbole de l'administration bureau, ça. L'été passé, on se fait déposer en papillon, là, donc à la dernière minute, un projet qui dit on ferme le tronçon. Moi et 2 autres personnes, on s'oppose. Juste, en tout cas, dans mon cas, je n'étais pas nécessairement contre, mais c'était juste sur le fait que je ne savais pas sur quoi je votais. Ils nous déposent ça, puis ils nous disent qu'ils sont obligés de faire ça. Moi, je n'aime pas ça me faire dire que je suis obligé de faire quelque chose. Ça envoie le temps de l'aider, donnez-moi un peu de temps, puis je vais le regarder, là. Mais tout le monde a voté, tous les autres ont voté pour. Ça fait qu'on se retrouve un an plus tard dans une espèce de psychodrame qu'on aurait peut-être pu s'éviter si il y avait un leadership un peu plus fort qui s'était affirmé à ce moment-là, puis qui avait dit non, 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 on va déposer ça quand on va savoir sur quoi on vote. On n'est pas obligé de rien faire, même si on nous dit qu'on est obligé de le faire, là, on va regarder, puis comme politicien, on a toujours le droit de prendre une décision qui n'est pas celle qu'on nous propose, là, que les fonctionnaires nous proposent. Puis on est dans la situation actuelle, puis moi je persiste à dire que ce tronçon-là ne devrait pas être fermé. Beau succès pour la Ville de Gatineau en collaboration avec le Carrefour culturel Estacade, avec le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, Cap McLaren, plusieurs organismes là, qui ont organisé en fin de semaine dernière Petite folie du Pont Brady, Halloween au village, 1200 personnes présentes, et vous y étiez aussi. C'était extraordinaire. Vraiment, là, il y avait l'Alpha Papineau aussi qui avait fait un cimetière terrifiant. En tout cas, terrifiant pour les petits-enfants et quelques adultes. C'était vraiment une belle activité. On dit 1000-1200 personnes, là, mais c'était plein. Le concept est intéressant, c'est-à-dire que les familles amenaient des bonbons, puis là, on mettait ça dans une chaudière, dans un chaudron, et là, on les redistribuait. En fait, ça ne coûtait rien et c'était une superbe activité. Ça ne coûtait rien aux participants. Et pour moi, les montants que la Ville met et que les partenaires mettent, c'est pas beaucoup par rapport à vraiment l'extraordinaire activité que c'était là. Les enfants étaient vraiment heureux. C'était une belle soirée. Évidemment, on va souhaiter que cette activité-là puisse être régionale, que les gens d'ailleurs puissent venir découvrir notre pont, c'est-à-dire notre parc sous le pont Brady. Monsieur Pedneau-Jobin, conseil municipal ce soir, on va vous souhaiter bonne chance et on se revoit évidemment la semaine prochaine. Merci. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Passez une bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.